Chers amis, bonjour et merci d'être si fidèles. Nous avons vu dans le chapitre 3 que l'ablation de la limitante interne, sans aucun autre traitement adjuvant, donne les meilleures améliorations visuelles dans l'œdème maculaire, avec un gain 2 à 3 fois plus important que ce que donnent les anti-VEGF, et ce, quelle que soit l'origine de l'œdème, et qu'il soit accompagné ou non de membranes épirétiniennes. On comprend aisément pourquoi certains laboratoires ne voulaient pas faire d'études comparatives chirurgie anti-VEGF. Voyons maintenant en fonction de quels paramètres un médecin peut proposer à son malade une intervention chirurgicale. Je tiens à signaler que si les 3 précédents chapitres sont basés sur des constatations anatomocliniques, ce chapitre sur les indications, lui, est le reflet de ma façon de voir les choses et n'engage donc que moi. Et commençons par les reflets. L'intensité des reflets émis par la membrane épirétinienne, lorsqu'il y en a une, n'est certainement pas un argument pour poser une indication opératoire. Cette réflexion est due, nous l'avons vu, à la présence de fibres hyaloïdiennes accolées à la limitante interne et désorganisées par une prolifération gliale réactionnelle à l'ischémie qui pénètre les fibres hyaloïdiennes. On peut très fréquemment voir des membranes très réflectives entourant un pseudotrou maculaire, par exemple, avec une acuité visuelle à 7/10, invariable depuis 2 ans. Pour moi, cela signifie qu'il y a eu une ischémie, qu'il y avait un accolement de la hyaloïde postérieure et que la rétine a su réagir à l'ischémie par la création d'une gliose astrocytaire intense. Il n'y a donc, à mon sens, aucune raison de proposer une indication thérapeutique à un tel malade en l'absence de métamorphopsie ou d'une quelconque évolution de l'OCT. Les métamorphopsies, puisqu'on en parle, la présence de métamorphopsies gênant le malade peut par contre justifier la proposition d'un geste chirurgical, d'autant plus si elle est accompagnée de plis rétiniens ou d'ectopie foveolaire. Combien de malades avec 8/10 sur l'œil atteint sont obligés de fermer cet œil pour conduire, et vous seront reconnaissants de les avoir opérés même en l'absence de toute amélioration de leur acuité visuelle pure. C'est pourquoi, si des métamorphopsies accompagnent une baisse visuelle de l'acuité visuelle et ou une augmentation de l'œdème à l'OCT, vous aurez encore moins de réticence à proposer une intervention car vous serez sûr qu'au moins le malade sera content. La baisse de l'acuité visuelle. Si elle est progressive, la baisse de l'acuité visuelle est bien sûr un des éléments clés de l'indication chirurgicale, comme pour une cataracte. Par contre, les raisons qui poussent à opérer un œdème diffèrent de celles qui poussent à opérer une cataracte et se rapprochent plus de celles qui poussent à opérer un glaucome, car même si l'amélioration visuelle post-opératoire est importante, elle ne rattrape pas tout ce qui est perdu. Et j'étais souvent frappé de voir que certains opérateurs n'hésitaient pas à opérer une cataracte à 7/10, alors que rien ne presse. La récupération sera la même si l'on attend encore un peu, mais prônaient une abstention prudente pour un œdème évolutif qui entraînait une baisse progressive à 6/10, alors même que le taux de complications post-opératoires, et notamment le décollement de rétine, est parfaitement identique à celui de l'opération de la cataracte. Il est vrai que plus l'opérateur attendra un effondrement de l'acuité visuelle, plus l'amélioration apportée par la chirurgie sera importante et peut-être
le malade reconnaissant. Mais si l'on considère non pas le gain induit par l'opération, mais le résultat visuel final, on voit bien que plus on opère tôt, plus la vision finale est bonne. Cela signifie que la meilleure récupération des acuités basses ne compense pas la baisse visuelle initiale. Alors bien sûr, on ne va pas opérer à 9 dixièmes avec une absence de métamorphosie. Mais une bonne façon de considérer les choses, à mon sens, est d'exposer le risque qu'il aura de ne plus pouvoir lire. Eh bien, il sera de 5% s'il est opéré à 5 dixièmes, 10% s'il est opéré à 4 dixièmes et 30% s'il est opéré à 2 dixièmes. Alors pour entrer dans la pratique de tous les jours, quelles sont les limites de mes indications? Tout d'abord, je ne ferai pas intervenir les conditions de l'œil Adelph, même s'il est parfaitement sain avec 10 dixièmes, car on n'a que 2 yeux. N'ayez pas de limite inférieure, car passer de 1/20 à 1 dixième est aussi important que de passer de 2 dixièmes à 4 dixièmes, si, par malheur, cet œil devient le seul œil fonctionnel. Alors, bien sûr, on doit tout considérer. Un patient âgé, désorienté, en mauvais état de santé, avec 1/20 du fait d'un œdème macrokystique, n'est pas forcément un malade à convaincre, surtout si l'autre œil est meilleur. Pour ce qui est de la limite supérieure, je l'ai déjà dit, un malade de 8 dixièmes, s'il est gêné par des métamorphosies, peut être opéré. En l'absence de métamorphopsie, 2 choses doivent être considérées. Tout d'abord, l'évolution de la baisse visuelle. Un malade qui a 5 dixièmes depuis 3 ans n'est pas forcément un candidat à l'opération. Mais un malade qui, dans les 4 derniers mois, passe de 8 dixièmes à 6 dixièmes, l'est beaucoup plus. Et, en cas de doute, c'est l'OCT qui tranche, une augmentation du volume maculaire étant certainement un élément encourageant pour l'intervention. Et l'OCT, puisqu'on en parle, a bien sûr révolutionné les indications dans l'œdème en objectivant les œdèmes purs sans réflexion membranaire, que seul auparavant, c'est l'angiographie qui permettait de les déceler, les tractions de la hyaloïde postérieure, invisibles au biomicroscope, et des images insoupçonnables comme les fovéoschisis et aussi toute la pathologie du myope fort. L'OCT va en plus vous donner une documentation qui pourra vous aider en cas de litige et surtout faciliter la communication que vous aurez avec votre patient au moment où il sera venu de lui exposer le coefficient bénéfice-risque pour qu'il puisse décider en connaissance de cause. Le bénéfice est simple à exposer. Plus de 95% de chances d'arrêter la baisse visuelle et de redonner une amélioration et presque 100% de chances d'améliorer ou de supprimer les métamorphoses. Quant au risque, vous devez signaler les endophthalmies inférieures à 1 pour 1000, vos risques de décollement post-opératoire qui dépendent de votre technique, vitrectomie complète ou partielle, ablation de la hyaloïde postérieure forcée ou limitée, durée de l'intervention, nombre de sclérotomies, etc. Mais aussi de la machine à vitrectomie que vous emploierez, car si l'on considère l'EVRS Floater Study, une machine à pompe Venturi entraîne statistiquement 5 fois plus de décollement qu'une machine à contrôle de débit. Pour ma part, le risque de décollement était de 2%, le risque de perdre la vue
en cas de décollement étant inférieur à 5%, il me fallait donc 1000 interventions pour perdre un œil. Enfin, l'accélération du développement de la cataracte, qui varie lui aussi en fonction de la technique, et notamment si la vitrectomie est totale ou limitée au pôle postérieur, mais aussi de la machine à vitrectomie employée. Je vous recommande de ne pas oublier de prescrire aux patients une grande dose de patience. Vous lui expliquerez que l'amélioration visuelle ne commencera à se faire qu'après 6 mois. Et si ça va plus vite, il sera chanceux. Et se poursuivra pendant plusieurs années, puisqu'après 3 ans, comme nous l'avons vu, la vision est meilleure qu'à 2 ans. Vous aurez soin également d'informer votre correspondant ophtalmologiste, premièrement du délai pour obtenir la récupération visuelle optimale, deuxièmement de ne pas subir la tyrannie de l'OCT en post-opératoire, car comme nous l'avons vu, il y a une habituelle augmentation d'épaisseur rétinienne après 2 ans, liée probablement au remplissage progressif des cellules de Muller par la GFAP. Une histoire classique et typique est celle d'un malade adressé pour une occlusion de la veine centrale avec une vision à 1/10, que vous opérez et qui retrouve 6/10 au bout de 18 mois. Le correspondant vous le réadresse pour récidive avec une augmentation d'épaisseur à l'OCT et une baisse visuelle à 3/10 seulement. Effrayé par la pathologie qui pour lui est gravissime, il n'a pas vu que son patient avait développé une cataracte. Et après une simple phaco, le patient récupère 8/10. Enfin, troisièmement, vous lui recommanderez de ne pas injecter d'autres produits adjuvants, et notamment des anti-inflammatoires, puisque nous l'avons vu, l'inflammation a un rôle positif sur le développement de la gliose mullérienne. Je vous rappellerai enfin 2 derniers conseils en fonction de l'étiologie de l'édème. Tout d'abord, pour les édèmes après occlusion veineuse, n'oubliez pas de rappeler aux malades l'importance de lutter contre les facteurs favorisants, hypertonie oculaire, intolérance à l'hypoxie, etc., au moins pour préserver l'œil adelphe. Enfin et surtout, pour les édèmes du diabétique, n'oubliez pas d'insister pour obtenir une normalisation dans les constantes avant l'opération. Soyez volontairement assez dur dans vos exigences avec les diabétiques, car c'est le rôle du médecin de l'être. En tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à écrire au diabétologue et refusez d'opérer le malade si son statut inflammatoire n'est pas bon et si sa tension artérielle et son hémoglobine glyquée ne sont pas normalisés. N'oublions pas que l'inconvénient majeur de la chirurgie, c'est que l'ablation de la limitante interne est un traitement one-shot. La limitante ne repousse pas et le seul moyen d'induire un trauma générateur de gliose mullérienne en cas de récidive serait de créer un décollement de rétine avec tous les risques que cela comporte. Prévenez également votre malade que la chirurgie de l'édème ne l'exempte pas du traitement par laser des zones de non-perfusion périphérique, d'autant plus qu'il est décrit qu'une PRP très antérieure peut améliorer l'œdème maculaire. Et bien sûr, encouragez-le à poursuivre la normalisation de ses constantes. Les résultats à long terme de l'œdème du diabétique sont moins bons que ceux après occlusion veineuse à cause de l'aggravation progressive de la microangiopathie. Alors avant de finir, juste un dernier mot aux jeunes rétinochirurgiens qui démarrent. Vous avez vu, les résultats sont publiés dans les peer reviews. Alors restez scientifique et critique dans vos indications. Et ne succombez pas au chant des sirènes qui vous offrent voyage et inscription dans des congrès.
Un pilote de Formule 1 ne choisit pas de courir dans une voiture moins performante sous prétexte qu'on lui offre le voyage jusqu'au circuit. Votre richesse, vous la tiendrez de vos résultats, avant toute chose. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les indications chirurgicales dans les édèmes et les membranes idiopathiques, avant d'aborder les trucs et astuces chirurgicaux que nous verrons dans les prochains chapitres.